Bonjour à tous et à toutes. C'est encore un immense plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7, pour traiter avec mon invité les questions relatives à la politique. Nous avons aujourd'hui comme invitée une dame, elle s'appelle Aminata Sarr. Bonjour Aminata. Bonjour Monsieur Diouf. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et la chaleur, vous gérez ça? Un peu chaud, mais on gère. Okay. Dans la mesure où nous sommes à Dakar, et Dakar est moins chaud qu'à l'intérieur. Du pays. En tout cas, il fait excessivement chaud à l'intérieur du pays, avec des températures qui voisinent aux environs de 40 degrés. C'est excessivement chaud. Voilà. À la présentation, Abdou Diouf, je vais vous faire une brève présentation de mon invité, qui est Aminata Sarr. Aminata Sarr est membre du bureau politique du PIT, parti de l'indépendance et du travail. Elle est secrétaire générale du PIT au niveau de la commune de Cambérène. Elle est également secrétaire générale des jeunes de Ijdan, c'est comme ça? Oui. Au niveau du département de Dakar. Elle est également secrétaire générale chargée des finances de l'Ijdan au niveau national. Aminata Sarr est également coordonnatrice des jeunes de la CDS, Confédération pour la démocratie et le socialisme. N'est-ce pas, Aminata? Oui, c'est ça. Alors, si vous avez d'autres éléments d'information à rajouter? Non, ça se fait largement. Je vous passe la parole, vous saluez nos chers auditeurs. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de l'Océan FM. 98.7. 98.7. Alors, votre parti politique, le PIT, c'est un parti qui se bat pour la démocratie, la justice sociale, l'égalité, la paix, pour le développement économique et social du Sénégal. Alors, il a été créé en quelle année? Je peux dire que notre parti existe bien avant l'indépendance. Et c'était au moment du PAI. Après le PAI, c'est la naissance du PIT, Parti de l'indépendance et du travail. Mais le parti existe, ça fait plus de 40 ans. Et le premier secrétaire général fut Seydou Sissoko. Après, il y a Ahmad Dansokho. Après, il y a aussi Maguette Thiam. Je profite de l'occasion pour encore présenter mes condoléances à la famille éplorée, aux camarades du PIT et aussi aux camarades de la gauche et à tous les Sénégalais. Maguette Thiam fut un homme exemplaire, un homme qui a tout fait pour le développement de ce pays. Malheureusement, il est décédé, ça ne fait même pas un mois. Paix à son âme. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. Amen. Alors, comme vous l'avez dit, l'actuel secrétaire général du PIT et le camarade Sambossi. Ça fait un an juste, on avait fait un congrès. Et c'est la deuxième fois, il est secrétaire général pour la deuxième fois. Et je lui aussi salue et lui souhaite un très bon vent. Ok. Alors, de grands leaders politiques sont passés par là, dans votre parti. Vous avez cité Ahmed Dansokho, mais il y en avait d'autres. Talla Sylla, vous vous rappelez? Bien sûr. Les Talla Sylla, à l'époque, je n'étais pas majeur. Et franchement, j'ai pas fréquenté les Talla Sylla et autres. Peut-être mes aînés pourront parler des Talla Sylla et autres, mais moi,
Je pourrais parler des camarades Sambossi, des camarades qui sont actuellement les membres du secrétariat qui gèrent le parti présentement. Mais pour les anciens, ce sera un peu compliqué de parler d'eux parce que je ne les ai pas fréquentés. Ok. Alors, on ne vous sent pas sur le devant de la scène politique. Et vous êtes un parti révolutionnaire, un parti qui se bat auprès des populations, surtout ouvrières, paysannes, les employés, et un parti qui se bat pour les jeunes également. Effectivement, nous sommes un parti démocrate et aussi nous fréquentons les masses. Nous luttons pour la justice sociale, nous luttons aussi pour le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais vous dites tout à l'heure qu'on n'est pas au devant de la scène. Non, non, si. À chaque fois, on est présent. Sinon, on vous entend rarement maintenant. Oui, effectivement, nous préférons travailler à notre façon, au lieu d'aller dans les médias à gauche à droite. Je pense bien que l'essentiel, c'est de savoir où on va. Et l'essentiel, c'est de lutter pour la bonne cause des Sénégalais. Et nous le faisons. Nous sommes un parti, nous sommes un parti qui va très souvent en congrès. Chaque 5 ans, on fait nos congrès. On a des instances et à chaque fois, on convoque les instances pour parler du devenir de ce pays, pour parler de l'amélioration de ce pays, pour parler du bien-être des Sénégalais. Ok, vous êtes de la gauche ou bien... Nous sommes de la gauche. Ok. Nous sommes de la gauche. Nous sommes un parti de la gauche. Ok. Vous êtes coalisé à... quels sont les partis de la gauche pour l'instant, avec qui vous travaillez? Nous sommes avec la CDS, la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Ce sont les partis de la gauche, pas tous les partis, mais il y a Seno, il y a Andy Diouf, il y a aussi RTAS, UDF Mbolomi, AJ, il y a LD. Il y a beaucoup de partis de la gauche qui se retrouvent pour lutter contre l'injustice, pour lutter pour que les choses aillent de l'avant, pour lutter aussi pour l'abolition du capitalisme. Ok. Et vous avez participé à l'élection, à la dernière élection présidentielle? Effectivement, parce que... Avec quelle coalition? Nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Jusqu'à présent, nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Nous avons participé aux élections présidentielles passées, mais malheureusement, tout le monde sait qu'on nous a battus. Et maintenant, nous sommes dans l'opposition et on continue, la vie continue. C'est comme ça. Les Sénégalais ont décidé et nous sommes aussi dans l'opposition et on va continuer nos luttes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des Sénégalais. Qu'on soit au pouvoir ou bien qu'on ne soit pas au pouvoir, la lutte continue. Ok. On reviendra sur ça, surtout sur la recomposition politique présentement. Alors, on va parler de toute autre chose. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, a présenté son rapport, le programme national des domaines agricoles communautaires, PRODAC, s'est beaucoup fait connaître avec le dossier Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Alors, ce sont des fautes de gestion graves que le rapport a décelées après l'enquête. Alors, quel sera le rôle de la justice dans cette affaire-là? Je pense bien que la justice, comme d'habitude, va faire son rôle correctement. S'il y a, mais les accusés aussi ont le droit de se défendre parce qu'ils sont accusés. Il y aura des gens qui vont faire des enquêtes pour voir réellement ce qui se passe. Et eux, ils sont là, même le directeur, l'ancien directeur
de Dakar Demdik a présenté des rapports, etc., pour dire que lui... C'est qui? C'est Moussa Diop. Effectivement. Les autres aussi, ils vont faire la même chose. Ils vont se défendre. S'ils sont fautifs, la justice va faire son travail. S'ils ne sont pas fautifs, ils seront acquittés. Et les choses continuent. Nous sommes un pays de droit. Et tout le monde il y a l'égalité entre toute personne. Donc, si des gens sont fautifs, ils seront traités comme il se doit. Mais s'ils ne sont pas fautifs aussi, ils seront traités comme il se doit. Alors, vous êtes... votre parti avait soutenu la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est ce parti-là, ce sont ces membres de ce parti-là qui ont été accusés. Quelle a été votre position même? La position du PIT dans ces affaires-là? Non, le PIT bientôt va convoquer ces instances. Et nous sommes un parti. Le secrétaire général ne décide pas. Avant de prendre une décision, ou bien avant de dire quoi que ce soit, nous nous rencontrons et c'est le bureau politique, le CC, qui va décider la ligne A, la ligne que le parti doit suivre. S'il y a des problèmes entre des gens, mais nous avons une justice qui doit s'en charger, la justice va s'en charger. Mais nous aussi, si les gens sont fautifs aussi, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés comme il se doit. S'ils ne sont pas fautifs, aussi la vie continue. Mais le parti ne peut pas dire que, comme les choses n'ont pas encore terminé, le parti ne peut pas se prononcer. Il faut attendre l'évolution. Après, on verra sur quel pied danser, sur quoi on doit nous prononcer ou bien sur quoi on doit nous prononcer. Ok. Il y a également la gestion de la Covid-19. Des anomalies graves ont été notées. Alors, les personnalités en charge de la gestion de ce projet nient toujours les faits qui leur sont été reprochés, à savoir les détournements de fonds publics. Est-ce que la justice ne doit pas élucider cette affaire-là et on passe à autre chose parce que ça perdure et que les Sénégalais veulent savoir? Je suis parfaitement d'accord. Mais moi qui vous parle, je veux savoir. Tout le monde veut savoir. La justice est là. Il n'y a pas une justice pour telle ou telle personne, une autre justice pour telle ou telle personne. La justice est impartiale. Si des gens ont fait des erreurs, la justice doit les sanctionner. Mais aussi ces gens-là aussi doivent se défendre. S'ils n'ont absolument rien fait, ils n'ont qu'à donner des preuves pour dire qu'ils ne sont pas fautifs. Mais s'ils sont fautifs, la justice va faire son devoir. D'accord. Son travail. Alors là, c'est clair. Passons à autre chose. Nous avons noté ces derniers temps une recrudescence des accidents sur les routes. Et surtout, ce sont des accidents qui comptent plusieurs morts et des blessés graves. Le dernier en date, celui de Koungheul. Quelles sont les principales causes, selon vous, de ces accidents dans nos routes et surtout hors de Dakar, la capitale? D'abord, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées. Ce sont des choses regrettables. Malheureusement, on ne peut pour l'instant rien faire. Parce que je me souviens de l'accident de 6 kilos qui avait plus de 40 morts et des dizaines de blessés. Tout à fait. Et le président Macky Sall, à l'époque, avait pris des décisions. Malheureusement, avec toutes ces décisions-là, jusqu'à présent, la chose est toujours là. Il y a des accidents à gauche et à droite. Donc, je ne peux pas condamner les chauffeurs, ni l'état des routes. Mais ce que je peux dire, il faut d'abord sensibiliser davantage les chauffeurs. Il faut bien sensibiliser.
et leur dire que je ne peux pas conduire un bus où il y a plus de 60 personnes. Avant de quitter, il faut vérifier aussi l'état des voitures. Des fois, ça pose problème. Ils amènent des voitures qui ont déjà duré en Europe plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans des fois. Arrivé au Sénégal aussi, les conditions ne sont pas réunies. Peut-être même les routes ne sont pas praticables. Il y a partout des nids de poules à gauche et à droite. Il y a beaucoup de responsabilités. Donc moi, je dis que sensibiliser davantage les personnes, sensibiliser les chauffeurs, et même si il le faut aussi, les permis à point, si la personne fait des erreurs, répète ses erreurs, on lui retire son permis. Et après, on verra. Mais ce sont des choses regrettables. Et à gauche, à droite, partout, des fois, les freins ne sont pas... Franchement, c'est désolant. C'est désolant. Le mal est très profond. Très profond même. Même aussi, est-ce que ces chauffeurs-là, il y a aussi le laxisme, est-ce que ces chauffeurs sont mis dans de très bonnes conditions? Tout à fait. Là aussi, ça reste à désirer. On ne peut pas avoir des bus, donc leur donner des salaires qui sont vraiment minimes. Les conditions ne sont pas réunies. Des fois aussi, ça pose problème. Mais moi, je demande d'abord, bien vrai que le président a dit qu'il va prendre des décisions, mais il faudra sensibiliser davantage les chauffeurs, sensibiliser davantage même les personnes. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un bus qui doit voyager Dakar jusqu'à l'intérieur du pays, on me demande de s'asseoir sur un seau et j'accepte. Ou bien on me demande de s'asseoir. Des fois même, il n'y a pas de place. Les gens font du n'importe quoi. Des fois, les bus sont surchargés. Il faudra sensibiliser, que ce soit les clients, les chauffeurs, tout le monde, pour que ces genres d'accidents ne se répètent plus. Ok. Ne doit-on pas aller, par exemple, vers les assises du transport pour diagnostiquer carrément les problèmes et prendre les devants? Ça, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Ça, il faudra bien convoquer tout le monde, essayer de trouver des solutions pour que de telles choses ne se répètent plus au Sénégal. Ok. Autre problème que nous rencontrons sur nos routes, la jeunesse des conducteurs, qui sont inconscients, insouciants, enchaînement dans le travail, pas de repos, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Effectivement, il y a des surtout ceux qui conduisent les bus, ceux qui conduisent les camions. Ils sont très jeunes, ils n'ont pas de responsabilité, ils ne sont pas aussi conscients des gens qui sont derrière eux. Parce que s'ils étaient conscients, avant même de quitter le garage, il faut revoir tout. L'accident de la fois passée, ils disent que c'est parce que les pneus ne fonctionnaient pas bien. Mais si on a des gens, plus de 60 personnes ou bien plus de 50 personnes, je pense bien qu'il faudra vérifier très souvent le bus avant de prendre départ. Et aussi, il faudra aussi, comme ils sont obligés de recruter des jeunes, il faudra les sensibiliser, les apprendre les bonnes manières. Ça aussi, il faut tenir compte de tout cela. Ok. Parce que la vie humaine est très chère. Est très chère. Est-ce que les hommes de loi également font leur travail? Parce que ils ont reçu des directives et jusqu'à présent, le problème persiste. L'indiscipline, les surcharges. Tout le monde voit ces problèmes-là à travers. Est-ce que réellement, également, les services de sécurité, la police et la gendarmerie jouent véritablement leur rôle? Donc c'est une affaire humaine. Tout le monde est impliqué, que ce soit les hommes de tenue, que ce soit les chauffeurs, les clients, même ceux qui vendent, même les vendeurs qui sont sur les routes. Tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut convoquer des assises pour parler de cette situation. Tout le monde est dedans. Ce ne sont pas uniquement les chauffeurs ni les clients, mais tout le monde est dedans. Des fois aussi, on va à gauche et à droite des gens qui vendent. Donc, c'est tellement compliqué que convoquer des assises sera l'affaire. Ça, c'est important pour discuter sur tous les problèmes et prendre les décisions qu'il faut. Alors, revenons un peu sur ce que nous avions dit tout à l'heure sur la politique. Alors, nous venons tout juste de
de sortir d'une élection présidentielle, il y a une recomposition de la classe politique, n'est-ce pas? Alors, le PASTEF au pouvoir, l'APR dans l'opposition, les partis traditionnels, le PDS et le PS, presque inexistants depuis 2 élections passées. Alors, quelle analyse faites-vous dans cette situation où tout semble chamboulé pour le moment? Non, naturellement, il y aura une recomposition politique. Nous sommes dans l'opposition maintenant et ça ne fait même pas un mois on était au pouvoir. Et heureusement que c'est Benno Bokk Yakaar, notre candidat, qui sera le chef de l'opposition parce qu'il a pris la 2e place. Et naturellement, nous, vous l'avez dit tout à l'heure, on va convoquer nos instances pour voir. Et la lutte continue. Nous sommes un parti de gauche. Les autres partis aussi dont vous parlez sont des partis de gauche. La lutte continue. La politique, c'est comme ça. Des fois, on est au pouvoir. Après, on est dans l'opposition. L'essentiel, c'est de lutter pour la cause des Sénégalais. C'est de faire de telle sorte que le Sénégal aille de l'avant. C'est de faire de telle sorte que les denrées de première nécessité, les besoins des Sénégalais soient satisfaits. Le reste, qu'on soit au pouvoir ou bien dans l'opposition, ce n'est pas du tout intéressant. Et il y aura une recomposition politique, comme ça, on va se battre pour les élections à venir. Parce que la politique ne s'arrête pas aux élections présidentielles ou bien aux élections législatives. Il y a d'autres choses. La politique, c'est l'art de gérer la société et nous sommes là pour bien gérer la société. Ok. Alors, après l'élection présidentielle, l'Alliance pour la République semble être divisée. Je dis bien semble être divisée. Alors, pourquoi je le dis? Parce que le président Macky Sall, qui reste jusqu'à présent le secrétaire général du parti, et en partant, il a confié la gestion au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Alors, de l'autre côté également, on a vu et entendu Amadou Ba tirer sur son côté pour maintenir la dynamique de la campagne électorale. Ça s'annonce la division totale dans cette coalition-là. Moi, je ne suis pas de l'APR. Mais c'est un constat, n'est-ce pas? Moi, je suis du PIT. Mais c'est des faits de l'indépendance et du travail. Mais c'est des faits réels et que vous êtes coalisé avec c'est vrai que nous sommes dans Benno, mais l'APR n'est pas Benno. Le Benno, c'est plusieurs partis politiques, des mouvements, etc. Peut-être eux, ils ont leurs problèmes. Ils vont convoquer leurs instances. Mais vous sentez le problème quand même? Non, je ne sens pas le problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas de l'APR. Si vous me posez des questions sur mon parti, je pourrais bien répondre. Mais vous êtes actrice politique, n'est-ce pas? Effectivement. Mais donc vous avez une lecture sur la vie politique du Sénégal. Pour ce que je peux comprendre, bien, ce que je peux dire, c'est que l'APR Benno avait un candidat et le candidat de Benno venait de l'APR. Et ce candidat-là a pris 2e aux élections présidentielles. Naturellement, c'est lui le chef de l'opposition. Maintenant que le président confie son parti à telle ou telle personne, ça, eux, ils vont peut-être convoquer leurs instances et essayer de trouver une solution ou bien essayer de voir comment faire. Ok, d'accord. Alors, le Parti socialiste qui était avec vous, n'est-ce pas? Le Parti socialiste, non, déjà... il est toujours avec nous parce que le Parti socialiste est toujours dans Benno. Dans Benno. D'accord, mais on a vu le Parti socialiste commencer déjà à se réorganiser en faisant peut-être recoller les morceaux dispersés, si je puisse me prononcer ainsi. On réclame même le retour de Khalifa Sall et de Barthélémy Diaz. Est-ce que cette réconciliation est possible? Bien sûr. Le Parti socialiste. Ils sont tous des socialistes. S'ils trouvent que se retrouver, c'est la meilleure des choses pour continuer leur lutte, ils n'ont qu'à se retrouver pour continuer leur lutte. En restant dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Bien sûr, jusqu'à présent, tous les partis de Benno Bokk Yakaar sont restés.
Maintenant, on verra avec l'évolution des choses, les mois à venir, les élections législatives à venir, on verra. Est-ce que cette coalition-là a sa raison d'exister jusqu'à présent? Ah, bien sûr. Cette coalition-là dure depuis 2012. N'est-ce pas, vous souteniez le président Macky Sall et il est parti. Mais le président Macky Sall uniquement n'est pas la coalition. Après le président Macky Sall, la politique continue. Après le président Macky Sall, le Sénégal continue. Donc il est parti. Et jusqu'à présent, les choses continuent. L'État, c'est une continuité. La politique aussi, c'est une continuité. Nous sommes des partis. Nous parlons de partis. Nous ne parlons pas de personnes. Nous parlons de partis. Donc, nous ne parlons pas de personnes, comme le président Macky Sall soit là ou bien qu'il ne soit pas là, qu'il dirige son parti ou pas, mais les choses vont continuer naturellement. Ok. Alors, un fait inédit dans l'histoire politique du Sénégal, le numéro 2 du parti au pouvoir prend la reine, devient président de la République. Et le président du parti vient en second plan. Je veux dire, entre le duo Diomaye et Sonko. Est-ce que ce parti ne risque-t-il pas de perdurer aussi longtemps au pouvoir s'ils ont la confiance des Sénégalais? L'essentiel, nous, ce qu'on cherche, c'est que ce soit le président Diomaye ou bien le PM Sonko, eux, c'est le parti, ou bien c'est leur coalition. Qu'ils perdurent ou pas, les Sénégalais sont là, très regardants et très exigeants. Surtout. Très exigeants. S'ils font bien les choses, et je leur souhaite de faire bien les choses parce que je suis sénégalaise et j'aimerais bien que le Sénégal aille de l'avant. Mais il n'y a pas de problème. S'ils sont là pour la cause des Sénégalais, s'ils vont avancer les choses, s'ils vont la paix, la justice, la sécurité, ainsi gérer bien le Sénégal, mais ils n'ont qu'à continuer. L'essentiel, c'est qu'ils n'ont droit qu'à 2 mandats. L'actuel président n'a droit que 2 mandats. Peut-être même nous aussi, on a fait nos 2 mandats. Après, on a eu notre candidat. Malheureusement, on n'a pas gagné. Eux aussi, ils vont faire ça. S'ils arrivent à avoir 2 mandats. Alors, et s'ils perdurent au pouvoir, que vont devenir les partis traditionnels? Le PS, le PDS, le parti, le PIT? Des fois, il ne faut pas aller très vite en besogne. Eux, ils ont eu le Sénégal, ça ne fait même pas 1 mois. Donc, laissons-leur faire leur travail. Mais s'ils perdurent ou bien s'ils... Mais la politique, c'est des projections également. Pour l'instant, on ne peut pas faire de projections. Parce que rien n'est encore défini. On ne peut pas faire de projections. Peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourrait. Même des fois, même ces projections-là ne sont pas fiables. Laissons les choses évoluer. Après, on saura. L'avenir nous jugera, quoi. Alors, pour donner du sang neuf, est-ce que ces partis traditionnels-là ne doivent pas renouveler les dirigeants qui sont en tête depuis très longtemps et qui ne produisent plus? Nous, on n'a pas ce problème. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que nous avons un parti qui va très souvent, chaque 5 ans, en congrès. Donc nous n'avons pas ce problème. Mais on ne le sent pas avec les autres partis, le PS et le Parti démocratique sénégalais. Moi, je ne peux pas parler du PS. Avec les réalités actuelles. Je ne peux pas aussi parler du Parti démocratique. Mais vous avez une lecture. Je peux parler de mon parti. Mais vous avez une lecture. Moi, je sais que j'ai un parti qui va en congrès chaque 5 ans. Et on vote pour notre secrétaire, pour élire notre secrétaire général. Et aussi, ces problèmes des gens qui perdent, nous, on n'a pas ce problème. Parce que moi qui vous parle, je dirige
la commune de Cambérène. Moi qui vous parle, je dirige aussi le département de Dakar au niveau des jeunes. Donc on n'a pas, nous, ce problème. Mais les autres partis aussi, quand vous les invitez, ils pourront se prononcer. Mais moi, franchement, je préfère me taire. Ok. Alors, le parti PASTEF, avec sa coalition, est au pouvoir. Mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Peut-on s'attendre à une possible motion de censure? Oui, comme tout le monde le sait, après la nomination du Premier ministre, 3 mois plus tard, il doit présenter sa feuille de route. Sa feuille de route, si vous voulez. Oui. Maintenant, on verra. Ça dépendra de l'intérêt de cette feuille de route. Je ne pense pas que nos députés sont des gens responsables, même s'ils sont le Yewwi est minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais si sa feuille de route colle avec l'intérêt des Sénégalais, les députés ne vont pas voter la motion de censure. Non, ils vont voter. Ils vont voter pour que les choses continuent. Ils ne vont pas s'opposer naturellement. Mais cela, on attendra qu'il présente sa feuille de route et on verra. Les députés sont là, sont des gens responsables qui aiment leur pays. On les a élus députés pour qu'ils font bien les choses. Si la chose est bénéfique pour tous les Sénégalais, ils vont accepter et les choses vont continuer. Alors, la motion de censure empêche le nouveau gouvernement de dérouler si elle est votée, naturellement. Elle empêche le nouveau gouvernement de dérouler son programme. Alors, s'il y a blocage à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée nationale, quelle serait la meilleure formule, selon vous? S'il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale, moi je demande au Premier ministre de présenter une feuille de route qui intéressera tous les Sénégalais. Une feuille de route qui va permettre aux Sénégalais d'être dans de bonnes conditions. Une politique, il faut que les choses aillent de l'avant. Mais s'il présente quelque chose qui intéresse tous les Sénégalais, quelque chose qui va qui est là pour l'intérêt des Sénégalais, mais les députés ne vont pas essayer de bloquer ça. Ça, c'est tout à fait naturel. Ils sont là pour les Sénégalais. Mais on attendra. Et si les députés bloquent, est-ce qu'on n'aura pas la dissolution de l'Assemblée nationale après? Pour l'instant, on ne peut pas parler de dissolution de l'Assemblée nationale parce que cela dépendra de sa feuille de route. Mais c'est dans les textes. Oui, effectivement. Il y a possibilité de le faire. Bien sûr. De dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, bien sûr. Mais s'il y a possibilité... Donc, ils ont intérêt à travailler ensemble pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde. Ok. Et même lui, il a intérêt à ce que les députés votent pour que les choses aillent de l'avant. Aillent de l'avant. Ok. Alors, les voyages du nouveau président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans la sous-région, d'abord en Mauritanie, quelle est la rentabilité d'un tel déplacement? C'est une continuité. Tout le monde sait qu'avec le président Macky Sall, il avait tout fait pour que nos voisins, les pays voisins, soient en bonne... qu'il y ait des ententes entre nos pays, entre les pays voisins de la sous-région, surtout la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau. On reviendra sur la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais par rapport à la Mauritanie, nous avons... voilà. Par rapport à la Mauritanie, nous avons la mer ensemble, nous avons le fleuve ensemble, et aussi, et souvent on voit que n'oublions pas aussi le pont nous partageons des ressources naturelles ensemble. Le pont de Rosso et les accords de pêche, les ressources qu'on partage. Il est tout à fait naturel que le président Bassirou Diomaye Faye aille en Mauritanie pour que les choses soient tirées au clair. Aussi pour continuer bien son travail, pour que dans la sous-région, il n'y a pas de problème, même pour ce qui est de la paix.
entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette visite-là, moi je salue bien son comportement envers la Mauritanie parce qu'on a beaucoup de choses en commun et c'est très normal, une fois au pouvoir, d'aller rendre visite tous ces présidents-là pour que les choses aillent de l'avant. C'est bénéfique pour tout le monde. Au niveau de la pêche, on a vu la Mauritanie sophistiquer beaucoup des pirogues des pêcheurs sénégalais. À chaque fois, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre le Sénégal et la Mauritanie, les pêcheurs de Gendar, même les pêcheurs du Sénégal tout entier. À chaque fois, il y a problème, mais souhaitons que ces visites-là soient opportunes pour nous Sénégalais, aussi pour les Mauritaniens. Pour qu'il y ait la paix, les accords de pêche, etc. Tout cela soit réglé une fois pour de bon. Il y a également l'exploitation du pétrole, surtout le pétrole au sport, que nous partageons ensemble. Et donc il faudra tirer tout ça au clair pour que d'éventuels problèmes ne se répètent plus ou bien d'éventuels problèmes ne se créent plus. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble. Oui, nous sommes obligés. Alors, et la position, la Gambie, beaucoup de problèmes à régler avec ce pays-là, n'est-ce pas, également? Effectivement. Surtout avec le conflit casamançais. Alors, quelle doit être la position de la Gambie de travailler ensemble avec le Sénégal, selon vous? Mais la Gambie doit coopérer? Est obligée de travailler avec le Sénégal. La Gambie n'y peut rien. Nous sommes des pays frontaliers. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal, non seulement avec le bois, l'insécurité au sud du pays. Tout cela, donc la Gambie doit coopérer. La Gambie doit coopérer pour lui et aussi pour elle et aussi pour nous. Et surtout pour sa sécurité. Pour sa sécurité surtout. La Gambie doit coopérer. La Gambie a été très longtemps la base arrière des rebelles. Effectivement. Effectivement. Et la Guinée-Bissau, très proche de la Casamance également, n'est-ce pas également? Même la Guinée-Bissau est pays frontalier avec le Sénégal et le président Macky Sall et Mbalo et son petit frère. Donc c'est naturel que le président Diomaye aille lui rendre visite pour continuer la bonne marche des choses, pour qu'il y ait entre les pays frontaliers la paix, entre ces pays et aussi même l'économie. Tout à fait. Entre les pays, le développement de l'économie, le maintien de la paix, de la sécurité, tout cela, ce sont des visites nécessaires pour tout président. Tout à fait. Alors, ça c'est très important. Donc, nous encourageons le nouveau gouvernement à aller dans ce sens, pour que tout se passe bien entre nos voisins et nous. Alors, la réorganisation de l'exploitation de nos ressources. Le Sénégal, un pays riche en ressources naturelles, minières et énergétiques, mais très pauvre. Et pourtant, certaines de ces ressources sont exploitées depuis très longtemps. Ne devrait-on pas revoir les contrats déjà signés d'abord et qui plongent le pays dans une situation délétère? Oui. Donc nous savons que très souvent, les ressources naturelles font l'objet de plusieurs convoitises, beaucoup. Et l'Afrique, malheureusement, a la malédiction de l'abondance. Mais heureusement pour le Sénégal, bien vrai qu'il y a des problèmes, mais on essaye d'arrondir les angles, on essaye aussi de trouver des solutions. Maintenant, pour la bonne gestion des ressources foncières, je pense bien qu'il est primordial de revoir tout. Des contrats ont été déjà signés et l'exploitation est en train d'être faite, surtout le zircon, les phosphates et autres. Mais s'il y a lieu, des fois aussi, on peut continuer ces contrats. Mais s'il y a lieu de revoir ces contrats, il faut les revoir. S'il n'y a aussi pas lieu, on continue. Si c'est bénéfique pour les Sénégalais,
on pourrait continuer ce qu'on a. Mais après avoir fait des enquêtes, il faudra faire des enquêtes parce qu'on ne peut pas aller très vite en besogne. Donc le gouvernement, une fois au pouvoir, donc s'il veut aller très vite en besogne, il ne pourra rien faire. Il faut aller doucement, faire d'abord des enquêtes, voir les tenants et les aboutissants de telle ou telle chose, les contrats, tout cela. Maintenant, après, il saura quoi faire. S'il y a des contrats à revoir, il n'a qu'à les revoir. S'il y a des choses, si ça peut continuer, mais on continue. Ok. Mais je sais que si on exploite très bien ces ressources, le Sénégalais aura son autosuffisance alimentaire. Si on exploite bien ces ressources, le Sénégal aussi va développer son économie. Mais malheureusement, des fois, il y a des exploitations abusives et le Sénégal n'est pas très souvent bénéfique. Tout à fait. Alors, le Sénégal est l'un des pays producteurs d'or en Afrique de l'Ouest, avec le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. Mais je vais prendre le cas du Sénégal, parce que c'est le même cas que les autres pays. Alors, l'exploitation de l'or au Sénégal se fait à 700 km de Dakar, à Sabodola, n'est-ce pas? Situé dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou. Son exploitation a commencé en 2008. Les réserves de la mine sont estimées à 90 tonnes, d'après mes recherches, d'or, métal, avec une production annuelle moyenne de 6 tonnes de 2008 à 2013 et de 12 tonnes à 14 tonnes présentement. Donc la production a augmenté, s'est améliorée. Alors ce sont des chiffres dévoilés, n'est-ce pas? Ça, ce sont des chiffres dévoilés. Ce ne sont pas des chiffres officiels. Ça vient directement des entreprises qui exploitent l'or. Alors, est-ce que les populations de cette localité et le Sénégal profitent-ils de cette richesse-là? Malheureusement, je ne pense pas. Parce que là-bas... Pourquoi? Non, j'ai pas fait Sabodola et aussi j'ai pas fait tous ces recherches. Mais c'est vrai que les populations n'en profitent pas. En ce qui concerne l'or. Mais je sais que la population n'en profite pas. Je sais que là-bas, il y a la pauvreté. Tout à fait. Je sais que là-bas, les jeunes aussi ne sont pas recrutés. Même s'ils sont là-bas, ils sont exploités. Là-bas aussi, il faudra bien revoir leurs conditions de vie. C'est excessivement difficile. Il y a l'insécurité, il y a des accidents très souvent. Et malheureusement, personne n'essaye de trouver des solutions. Donc quand on parle des kilogrammes et des kilogrammes d'or, il faudra que la population locale en bénéficie. Il faudra aussi que les Sénégalais en bénéficient. Parce que franchement, Sabodola, dans une localité, on voit que cette localité-là est très riche. Mais malheureusement, la population n'en profite pas. Malheureusement, les jeunes quittent cette localité pour venir ici à Dakar, essayer de trouver de l'emploi. Ce sont des choses déplorables que il faudra trouver une solution et il faut revoir tout cela pour le bien-être de cette localité. Alors, madame, je vous confirme que la population au niveau de ce département, les populations souffrent d'une pauvreté extrême. Effectivement. Une pénurie d'eau, les routes, surtout les routes Dialokoto-Kédougou, sont les plus mauvaises du pays. Les villages vivent le calvaire à cause de la poussière même diffusée par les gros porteurs. Les villageois absorbent la poussière. Alors, est-ce que ces exploitants-là ont réalisé, qu'est-ce qu'ils ont réalisé véritablement pour ces populations-là? Parce que quand on exploite une ressource ou bien des ressources dans un endroit, alors en contrepartie, vous devez travailler pour le développement de cette localité-là. Mais ce qu'on constate, est-ce que ces exploitants-là
ont réalisé des infrastructures grandioses pour ces populations-là? Non, je ne pense pas. Si vous dites que les routes ne sont pas praticables, si vous dites que la population est dans une extrême pauvreté, tout à fait. Donc il n'y a pas de développement local. Et si l'or est là-bas, et il l'exploite, et ça améliore d'année en année, il serait judicieux d'essayer de développer la localité pour le bien-être des populations. Non seulement refaire les routes, construire des hôpitaux, ou bien des postes de santé, trouver de l'emploi pour les jeunes, former les femmes, même faire d'autres infrastructures pour que la localité se développe, parce qu'ils ont les moyens de développer la localité. Le développement local, dans ces conditions-là, c'est obligatoire. On ne peut pas exploiter beaucoup d'or dans une localité. Et cette localité-là fait partie des localités les plus pauvres du Sénégal. Ça, c'est inadmissible. Il faudra trouver une solution très vite pour faire avancer les choses, trouver de l'emploi pour les jeunes, construire des écoles, construire des hôpitaux ou bien des postes de santé, mettre la population dans de bonnes conditions. Et aussi, surtout des hôpitaux, parce que vous dites que la poussière est très présente là-bas. Il y aura des maladies, pneumonies, etc., qui seront très fréquents dans ces localités-là. Tout cela, il faudra essayer de trouver des solutions. Pas essayer, mais il faudra trouver des solutions pour le bien-être de la population. Sinon, franchement, ça n'ira pas. Donc les contrats, vraiment, c'est à revoir. Non, ces contrats, c'est à revoir. Okay. Et au contraire, même le camp où est implanter ces exploitants-là, c'est un endroit, un véritable endroit paradisiaque, qui ne manque de rien si vous le comparez aux populations locales. Alors, donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et nous attendons beaucoup sur ce nouveau gouvernement. Effectivement, ces nouvelles autorités vont essayer de trouver une solution. Parce qu'au moment de la campagne, il avait dit qu'une fois au pouvoir, tout sera réglé. Donc nous sommes à l'écoute. Et nous leur souhaitons aussi bon vent. Bon vent. Alors, parlons de toute autre chose, le coût de la vie. Les Sénégalais en souffrent tellement. Est-ce que ce nouveau gouvernement ne doit pas s'attaquer directement à ce problème-là avant de s'en prendre à d'autres, ne serait-ce que pour soulager un peu la douleur des Sénégalais sur la cherté des denrées? Malheureusement, nous avons confronté à deux crises. D'abord, il y a la Covid-19. Après, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et le Sénégal dépend aussi beaucoup de ces pays. Le Sénégal, la majeure partie de ces denrées vient de l'extérieur. Et le gouvernement sortant avait subventionné au coût des milliards et des milliards pour harmoniser les choses. Maintenant, moi je demande à ces nouvelles autorités de faire tout pour diminuer les denrées de première nécessité. Parce que les Sénégal n'ont pas assez de ressources pour acheter le sac de riz a augmenté, l'huile a augmenté, etc., etc. Presque tous les denrées ont augmenté du jour au lendemain. Et les Sénégalais souffrent. Souffrent énormément pour satisfaire les 3 repas. Il y a même certaines familles qui n'ont pas ces 3 repas-là. Et l'essentiel pour eux, pour ce gouvernement, c'est de faire tout pour que les prix des denrées de première nécessité surtout soient diminués. Sinon, franchement, les Sénégalais souffrent vraiment. Alors, parlons également de la crise universitaire. Les universités sont toujours bloquées. Il n'y a pas une reprise effective des enseignements. Alors, le tout nouveau ministre de l'enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf, doit faire fast-track, n'est-ce pas? Oui. À la veille des élections, tout le monde sait que tout est agité. Tout le monde s'agite, surtout les universités. Mais comme on a dépassé ces problèmes, nous avons
fait des élections libres, transparentes, il n'y a pas de problème. Je pense bien que c'est le moment d'essayer de trouver une solution, surtout au niveau universitaire. Les étudiants souffrent et les étudiants aussi ne sont pas bien traités. Il y a beaucoup de manquements. Quand je les vois, même pour manger, c'est très difficile. Pour dormir, c'est très difficile. Pour même se laver, c'est très difficile. Pour même retirer leur bourse, c'est très difficile. Tout est difficile à l'université. Tout. Donc il est temps que... Surtout quand ils retirent leur bourse, ils font la queue. Est-ce qu'on ne devait pas dépasser ça avec, nous sommes dans l'ère numérique, avec le développement technologique au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Moi, je pense bien que ces choses-là doivent être bannies. Définitivement. Ils n'ont qu'à envoyer directement aux étudiants. Ils ont des comptes, soit je ne peux pas citer ces comptes-là, mais tout le monde en a. Il faut balancer directement et c'est possible. Nous sommes à l'ère du numérique. Mais laisser les étudiants passer 2 jours, 3 jours, chaque matin, passer des nuits pour retirer leur bourse, franchement, c'est désolant. C'est désolant. Il faudra que cette nouvelle équipe fait tout pour régler, parce que les étudiants aussi croient en eux. Pour régler ces situations. Ces situations-là doivent être bannies du milieu universitaire. Ok, le dernier point qu'on va traiter, la fête de la Tabaski s'approche. Oui. Alors, ce qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années, les moutons coûtent trop cher. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas casser le monopole de certains groupes de personnes qui vendent à des prix très élevés? Essayer d'ouvrir le marché, surtout venant de la Mauritanie et du Mali, pour au moins amoindrir les prix. Parce que ce qui se passait, vraiment, c'était dur pour les pères de famille. Très dur. Même ceux qui sont bien nantis, ce n'était pas facile. Je ne pense pas les gourgours. Mais c'est une obligation. Enlever les taxes, permettre à la sous-région d'amener le mouton. Surtout la Mauritanie et le Mali. Et comme ça, les prix vont baisser. Et tout le monde pourra avoir son mouton. Et les choses sont réglées. Maintenant, ceux qui vendent leurs moutons à des prix excessifs verront. S'il y a assez de moutons au Sénégal, la Mauritanie amène ses moutons, le Mali aussi fait la même chose. Je ne pense pas, mais je sais que les prix vont diminuer. Et si les prix diminuent, ceux qui jouent avec les Sénégalais seront obligés de reculer. Et tout le monde sera heureux parce que chaque père de famille aura son mouton. Espérons que nos nouvelles autorités vous entendent. Alors, ça c'est un bon conseil. Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d'arrêter les constructions sur le littoral. Alors, c'est un acte salutaire pour certains. D'autres se sont prononcés contre cette décision en disant que le président Bassirou Diomaye ne peut pas arrêter les constructions sur le littoral. Est-ce que, en tant que président de la République, il doit laisser s'installer le bordel dans ce pays? Non, il ne doit pas. Mais s'il décide d'arrêter les constructions au niveau du littoral, d'accord. Mais il faudra, avant de prendre telle ou telle décision, faire des enquêtes. Savoir réellement ce qui se passe avant de prendre une telle ou telle décision. Sinon, aussi, ça pourra porter préjudice à tout le monde. Mais est-ce qu'il n'a pas étudié ça avant? Parce que aussi, c'était une promesse électorale. Non, même si c'était une promesse électorale, tout le monde sait que quand on est dans l'opposition, c'est diamétralement opposé quand on est au pouvoir.
On pense qu'avec... donc, si on est enfermé dans une chambre, écrire, non. Les deux choses sont diamétralement opposées. Il faudra faire des études, faire des enquêtes pour voir réellement ce qui se passe dans le littoral avant de prendre telle ou telle décision. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, sous la précipitation, demander à tout le monde d'arrêter les constructions. Je suis d'accord. Mais il a dit simplement arrêter. Il n'a pas dit de détruire ou bien d'enlever tout ça. Même si on arrête, tout le monde sait qu'il y aura autre chose. Parce que si il demande aux gens d'arrêter, je suis sûr et certain qu'il est en train de faire des enquêtes ou bien il est en train de faire des investigations pour voir que ces constructeurs-là appartiennent à telle ou telle personne ou bien à tel ou tel groupe et comment faire, est-ce qu'ils l'ont eu légalement ou pas. Je parle de ce côté-là. Il faudra faire des enquêtes, donc faire des investigations pour voir réellement ce qui se passe avant de prendre une décision. Sinon, aussi, ça ne va pas. Mais venir du jour au lendemain, donc arrêter après, prendre des décisions à la hâte, ce n'est pas du tout correct. Il faut faire tout ce que l'on fait, il faut bien les faire. Il faut faire des enquêtes, revoir tout avant de prendre telle ou telle décision. Parce que nous, on a besoin de notre littoral. Aussi, avec l'avancée de la mer, il y a beaucoup de problèmes. Si il y a des gens nantis qui s'accaparent de ces terres-là, au détriment des autres, ceux qui veulent peut-être faire de le sport ou bien prendre de l'air. Et Dakar le littoral sera aéré et tout le monde sera dans de bonnes conditions. Il est même parti plus loin parce qu'il s'est rendu à Hambourg 4 plus précisément. On a eu le même cas de figure dans cette localité-là. Oui, effectivement, il paraît qu'il y a des gens qui se sont accaparés des terres. C'est tout à fait normal, comme président, d'aller à la source pour avoir les informations qu'il faut. Maintenant, une fois ces informations-là exploitées, il saura comment faire, les décisions à prendre pour régler l'injustice. Parce que des fois, c'est de l'injustice. Et tout le moment, je ne suis pas d'accord pour l'injustice. L'injustice doit être arrêtée. Ça, mais avant de prendre telle ou telle décision, il doit réellement savoir ce qui se passe, avoir l'information qu'il faut, comme il a fait avec Bourkat. Après, il pourra prendre ses décisions. S'il y a de l'injustice, régler cette injustice-là. Mais madame, le problème foncier est un problème très réel au Sénégal, le foncier. Alors, on voit maintenant, on ressent que la majeure partie des populations trouvent difficilement un toit. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la politique foncière? J'ai entendu dire que les 10 000 logements seront du région les 100 000 logements, 100 000 logements pardon, sociaux seront maintenus. Okay. Mais il faudra créer d'autres 100 000 logements sociaux, mais pas à Dakar ou bien à Diamniadio, mais au Sénégal, on a des terres à exploiter. Partout au Sénégal? Partout au Sénégal, dans toutes les localités, les ayants droit pourraient en bénéficier, construire des logements sociaux pour telle ou telle personne, même ceux qui habitent jusqu'à présent dans des maisons en paille, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. Oui. Donc, aussi, il faudra tenir compte de tout cela et essayer de construire des logements qui seront de bonne qualité et les aider. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de ressources pour construire, ou bien qui n'ont pas assez de ressources pour du jour au lendemain avoir un toit. Il faut tenir compte de tout cela. Nous vous rappelons, nos chers auditeurs, que nous recevons sur cette antenne, sur la 98.7, Aminata Sarr, qui est membre du bureau politique du PIT, parti de l'indépendance et du travail. Elle est également secrétaire générale du PIT au niveau de la commune de Cambérène, secrétaire générale des jeunes de l'Island au niveau du département de Dakar. Madame Sarr, pratiquement, il nous reste 1 minute. Alors, votre dernier mot? Oui, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Et si je salue tous mes camarades du PIT
et tous mes camarades aussi de l'UJDAN, Union de la Jeunesse Démocratique Al-Bouri Ndiaye, et mes camarades du LUDEFS. Je demande à tout le monde de faire beaucoup d'efforts pour la réussite de ce Sénégal. Qu'on soit dans l'opposition ou bien qu'on soit au pouvoir, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des Sénégalais, c'est le développement du Sénégal. Et je fais appel à tout le monde. Donc, il est temps de travailler pour le devenir de ce pays. C'est ça. Merci. Et je remercie aussi tous les auditeurs et auditrices de l'Océan FM. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur notre antenne, sur la 98.7. C'est votre maison. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Je reviendrai très souvent, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci et je salue aussi beaucoup votre rédacteur en chef, Moussa Niang. Très compétent, oui. Très disponible. Nous le saluons au passage. Aussi tous mes camarades, plus précisément mon secrétaire général, puisqu'il fait beaucoup d'efforts pour le bien-être du parti. Comment il s'appelle, votre secrétaire général? Sambassi. Sambassi. Oui. Ok. Merci à Sambassi. Alors, nous remercions également tout le personnel de Océan FM, la 98.7. Un remerciement particulier au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, un homme d'ouverture, très disponible et qui nous encourage, donne des orientations pour la réussite de cette émission-là. Vraiment, nous le remercions sincèrement. Nous remercions également nos chers auditeurs. La partie technique a été assurée par Ibrahim Diop. La présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro.